Bonjour à toutes et à tous. L'examen de capacité de transport marchandises 2023 s'est achevé il y a quelques jours. Je vais vous présenter dans les slides suivants ma proposition, du moins l'interprétation que j'ai faite de ce sujet. Vous pouvez évidemment me poser vos questions ou me demander l'envoi des réponses du QCM. Je peux aussi intervenir directement en formation individuelle, en entreprise ou en tant que formateur indépendant si vous êtes un centre de formation et ce en marque blanche. Alors on y va. Donc le problème numéro 1, il était nécessaire de bien maîtriser les normes techniques et sécurité. Donc toutes celles et ceux qui ont eu notre manuel n'ont pas dû éprouver de difficultés puisqu'il était essentiellement question de PMA, de charges utiles et de longueurs et largeurs. Alors question numéro 1, on vous disait, vous réalisez un transport régional de foin au départ de Saint-Martin, composé de 42 balles de foin rondes sur la remorque et 40 sur le porteur. Quelques heures après le départ, votre conducteur vous informe au téléphone qu'il a été contrôlé par les services de la DREAL car il serait en infraction. Les contrôleurs ont en effet relevé une longueur hors tout de 19,25 m. Il fallait expliquer la raison pour laquelle votre ensemble routier était en infraction. Il s'agissait d'un porteur plus une remorque, c'était un train routier et par conséquent, la longueur maximale était de 18,750 m. En petit b, on vous indiquait que les deux balles qui étaient situées à l'avant mesuraient 130 cm de diamètre. Il vous suffisait donc de les additionner pour indiquer que la largeur était de 2,60 m et que par conséquent, elle dépassait la largeur maximale autorisée qui est de 2,55 m. Je vous rappelle, 2,60 m, c'est pour les véhicules à température dirigée. Question numéro 2, on vous demandait à partir des éléments suivants d'indiquer la raison pour laquelle le véhicule était encore une fois en infraction. Pour calculer le MMA ou PMA, MMA, je vous rappelle que ce n'est pas les assurances, c'est simplement masse maximum autorisée et PMA, c'est la même chose, c'est simplement poids maximum autorisé. Pour ça, vous aviez la formule qui était dans le manuel, qui est pour le train routier, PTAC du porteur plus PTAC de la remorque, sans dépasser le PTRA et tout en respectant le code de la route par rapport au nombre d'essieux. On avait 26 tonnes de PTAC pour notre porteur, 24 tonnes de PTAC pour notre remorque, ça nous donnait un total de 60 tonnes sans dépasser le PTRA du porteur et tout en respectant bien évidemment le code de la route vis-à-vis du nombre d'essieux. À ce stade, on avait un MMA de 44 tonnes. On nous indiquait aussi que le porteur avait une charge utile disponible de 14 tonnes 300 et rappelez-vous, les balles pesaient 0 tonnes 350. Ça supposait qu'il n'y avait pas d'infraction de ce point de vue-là puisque le véhicule porteur n'était chargé qu'avec 40 balles. Pour ce qui est de la remorque, on reprenait le même calcul. Nos 18 tonnes 930 de charge utile divisé par nos 350 kg, ça nous donnait une possibilité de charger 54,08 balles. Or, il n'y en avait que 42, tout allait bien aussi de ce côté-là. À partir de là, il fallait qu'on additionne le poids vide du porteur plus ces 40 balles à 350 kg, ça nous donnait 25 tonnes 700 plus notre poids à vide de la remorque et ces 42 balles à 350 kg, ça nous donnait 19 tonnes 770. Je vous rappelle aussi que la remorque ne doit pas dépasser 1,3 fois le poids du porteur. Notre poids réel du porteur était par conséquent de 25 tonnes 700 plus 19 tonnes 770, ça lui donnait par conséquent un total de 45 tonnes 470, soit une surcharge de 1 tonne 470. Alors la question numéro 3, c'était celle relative à l'appel d'offres. On vous demandait de calculer le nombre de balles qu'il serait possible de transporter en respectant les éléments de carrosserie et du code de la route, et aussi on vous indiquait d'indiquer le poids total du chargement transporté. Il était indiqué dans le sujet qu'on avait 13,50 m de longueur de chargement utile. Les 13,50 m divisé par le diamètre des balles qui était de 1,20 m, ça nous donnait 11,25 m. On allait retenir 11 balles à charger sur le plateau, puisque même si on a le droit de dépasser de 3 mètres à l'arrière, on n'allait pas mettre seulement une balle à reposer sur 25%.
En largeur utile, on avait 2,45 m de largeur utile de chargement. On faisait le même calcul, divisé par les 1,20 m de diamètre, ça nous donnait la possibilité d'en charger 2 en largeur. Pour ce qui était de la hauteur, eh bien, il fallait déjà prendre en compte les 4,40 m moins les 15 cm. Ça nous donnait donc par conséquent une hauteur maximum de chargement à 4,25 m, moins les 1,30 m de hauteur du plateau. Ça nous donnait une hauteur de chargement utile de 2,95 m qu'on allait diviser par la hauteur de nos balles qui était de 0,95 m. Par conséquent, on pouvait en mettre 3,10 l'une sur l'autre et donc évidemment on allait retenir 3 balles l'une sur l'autre et non pas 3,10. Alors nos 11 balles donc sur la longueur multipliées par nos 2 d'épaisseur, enfin d'épaisseur de largeur, pardon, multiplié par nos 3 rangs, et eh bien ça nous donnait une possibilité de mettre 66 balles. Donc alors ça c'est la possibilité provisoire avant d'avoir calculé la charge utile de notre ensemble, mais donc pour le moment on en était à 66 balles. Donc passons à présent donc au calcul du PMA et de la charge utile de l'ensemble articulé. Donc on nous indiquait donc son poids à vide, PTAC, PTRA et puis poids à vide et PTAC de la remorque. Donc le PMA ou MMA du véhicule articulé, donc la formule, donc ça n'est plus la même que celle qu'on a vue pour le train routier, hein, mais c'est le poids à vide, cette fois-ci, du porteur, plus le PTAC de la remorque, donc ça nous donnait 45,3 tonnes, sans dépasser bien évidemment le PTRA du tracteur, mais aussi le code de la route vis-à-vis du nombre d'essieux. Donc là, on allait retenir nos 44 tonnes de PMA, moins nos poids vides, donc du tracteur et de la remorque. Ça nous donnait donc par conséquent une charge utile de 30 tonnes 600 divisé par le poids des balles. Alors cette fois-ci, il fallait être attentif hein, puisque c'était indiqué que les balles pesaient 300 kg, qu'elles ne pesait plus 350 kg comme dans les premières questions. Donc vis-à-vis de la charge utile, ça nous permettait de mettre 102 balles, mais bon évidemment on allait retenir donc la possibilité que nous permettait la longueur et la largeur et la hauteur de notre véhicule vis-à-vis des ponts. Ça nous donnait donc à retenir la valeur des 66 balles. À partir de là, il n'y avait plus qu'à multiplier les 66 balles par 300 kg, ça nous donnait 19 tonnes 800 de chargement de marchandises auxquelles on ajoutait nos poids à vide et ça nous donnait donc un total de 33 tonnes 200 de chargement. Alors sur les questions 1, 2 et 3, vous aviez déjà une bonne dizaine de points de marqués. Allez, on continue. Question 4. Donc il fallait répondre à l'appel d'offres. Donc il y avait trois ensembles qui étaient proposés dans le sujet. Petit a, calculez le nombre de camions nécessaires pour réaliser l'appel d'offres et arrondissez vos calculs au camion complet pour chaque type d'ensemble routier. Alors je vous fais déjà remarquer que c'est bien indiqué dans la question pour chaque type d'ensemble routier. Par conséquent, donc on va prendre notre ensemble articulé, là, le LD, nos 350 balles qui sont à transporter, divisé par sa capacité de chargement qui est de 66 balles. Ça nous donne donc 5,3 tours pour pouvoir toutes les transporter. Donc ça nous fera 6 ensembles naturellement à mobiliser, ou 6 tournées, 6 rotations. Pour le LD Savoyard, eh bien on fait le même calcul. Nos 350 balles divisé par nos 44 de capacité de chargement, ça nous donne 8 rotations. Et pour notre camion remorque, nous donnait un résultat de 5 ensembles. En B, sur la question 4, on vous demandait de calculer le temps de la prestation de transport pour chacun des ensembles routiers. Alors, il vous suffisait de reprendre les 800 km divisé par la vitesse moyenne donc, de l'ensemble plateau pour commencer. Ça vous donnait 12h50 auquel vous ajoutiez les 3 heures de chargement et 1h30 de déchargement. Ça vous donnait donc 17 heures pour l'ensemble plateau, 16h44 pour la Savoyarde et puis 17h61 pour le camion remorque. Alors, on est bien en heures décimales. Alors ensuite, donc, on nous indique dans le sujet donc un trinôme, des éléments d'un trinôme avec un
TK, donc un terme kilométrique, un terme journalier qui inclut donc les charges fixes véhicules et les charges de structure, et puis un terme horaire. Donc le TK, eh bien, vous repreniez vos 800 km que vous multipliez par 0,594 €, ça vous donnait 475,20 € de TK, hein, selon la formule trinôme. Ensuite, on vous indiquait aussi que eh bien, vous aviez des temps de service qui étaient basés sur 10,2 heures par jour. Donc il fallait diviser les 17 heures par ces 10,2 heures et ça vous donnait donc un coefficient de 1,66 que vous n'aviez plus qu'à multiplier par votre terme journalier qui était de 190,23 € par jour. On faisait la même chose donc pour le LD Savoyard. Donc ça vous donnait 470 € de TK, 275,27 € de TJ et 375,98 € de terme journalier conducteur. Et puis pour le camion remorque, vous aviez 479 € de TK, 354,15 € de TJ et 382,48 € de terme journalier conducteur. Il ne vous restait plus qu'à additionner donc votre TK, votre TJ et votre TJC et vous obteniez pour notre ensemble articulé un TK, donc selon la formule du monôme à présent, à 1,46 €. 1,40 € pour la Savoyard et puis 1,46 € pour l'ensemble camion remorque plus remorque. Petite idée à présent, donc à partir de vos calculs arrondis de la question A, calculez le coût de revient global de l'appel d'offres pour chaque ensemble routier. Quelle est la solution la plus économique? Justifiez-la. Alors, eh bien, il vous suffisait de reprendre le nombre de rotations que vous aviez identifié sur l'ensemble articulé, multiplié par le nombre de kilomètres, multiplié par le TK qu'on vient d'identifier. Ça vous donnait donc un coût de revient global, donc avec l'ensemble articulé, à 7008 €. Pour la Savoyard, ça nous donnait donc avec le même calcul 8960 €. Et puis pour l'ensemble camion remorque, ça nous donnait 6040 €. Donc c'était évidemment le camion remorque était le plus économique. Il suffisait plus que de faire la comparaison présent des trois véhicules. Alors en petit A, on vous demandait comment vous pouviez optimiser votre devis en mixant les moyens des matériels engagés. Donc il vous suffisait de remarquer qu'avec l'ensemble camion remorque plus remorque, eh bien, vous pouviez transporter beaucoup plus de balles que dans les autres véhicules pour un prix qui était pas beaucoup plus important. À partir de là, vous repreniez les 350 balles qui étaient à transporter, divisé par les 78 balles. Ça vous indiquait qu'il vous fallait 4,48 tours avec le camion remorque. Donc par conséquent, on pouvait faire 4 tours complets avec le camion remorque, qui nous permettrait d'acheminer déjà 312 balles. Donc il nous en resterait 38 qu'on pourra transporter avec la Savoyard des bâches vides. Nos 4 rotations donc de camion remorque x 800 km x 1,51 € du kilomètre, ça nous faisait un coût de revient de 4832 € et notre rotation restant avec la Savoyard à 1,40 €, ça nous fait 1120 €. Donc un total de coût de revient donc optimisé à 5952 €. Alors pour la question 5. Donc, sachant que l'entreprise Paléas a souscrit une assurance à hauteur de 180 000 € par véhicule, devez-vous souscrire une assurance complémentaire pour ce transport et de quel type? Justifier la réponse. Donc, cette question elle nécessite déjà de se poser 2 questions au préalable. S'agit-il d'un plafonnement de 180 000 € relatif à la responsabilité civile qui permet de couvrir les préjudices causés aux tiers par notre véhicule? Donc, c'est peu probable puisque 180 000 € c'est très peu. Ou s'agit-il d'une responsabilité contractuelle? Alors dans ce cas, elle couvrira la valeur de la marchandise. Donc c'est une assurance qui n'est pas obligatoire mais qui est indispensable dans le transport. Donc il existe aussi une autre assurance qu'on appelle l'assurance dommage marchandise qui permet de couvrir aussi les pertes et avaries sur la marchandise dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle ne prendrait pas en charge donc, pour une quelconque raison le montant de l'indemnisation. C'est plutôt le propriétaire en général qui souscrit cette assurance. En définitive, l'assurance en question est probablement une assurance responsabilité contractuelle qui va couvrir la valeur du chargement mais seulement à hauteur des 180 000 €. Or,
il y a 2 groupes électrogènes, donc 2 fois 125 000 euros, ça nous donne un total de 250 000 euros. Il va par conséquent être nécessaire de souscrire à une assurance complémentaire pour pouvoir tous les couvrir. Donc en petit B, donc on le sentait venir, hein, ce qui devait arriver arriva. Donc lors de l'opération de chargement, le charisme de l'expéditeur à Goussainville a donné un coup de fourche dans le groupe électrogène déjà positionné sur le porteur, à qui incombe la responsabilité de l'avarie occasionnée sur le groupe électrogène. Donc même si on est effectivement sur un envoi de moins de 3 tonnes et que c'est le transporteur qui aurait dû charger le véhicule, c'est bien l'expéditeur qui est en train d'assurer le chargement. C'est par conséquent sa responsabilité qui est engagée. En petit c, quels sont les moyens pour le transporteur de s'exonérer de sa responsabilité? Donc il en existe 3. Le cas de force majeure, le vice propre de la marchandise ou le fait ou faute de l'expéditeur ou du destinataire. Donc là, évidemment, celui qui sera le mieux approprié, ce sera le fait ou faute de l'expéditeur. Alors, petit d, après expertise, le montant de l'avarie s'élève à 150 000 euros. Dans cette situation, quelle est la valeur du remboursement du litige? Donc, c'est indiqué après expertise. Et pour rappel, le cariste n'a enfourché qu'un groupe électrogène, qui est censé avoir une valeur de 125 000 euros. Donc ça laisse donc supposer que les 150 000 euros représentent le coût de remise en état du groupe électrogène. Ce qui, selon moi, suppose qu'il y aurait une réparation supérieure à la valeur. Donc l'indemnisation du groupe, par conséquent, elle va se limiter à 125 000 euros, soit le prix unitaire de la valeur déclarée. Alors donc pour arrimer le chargement, le conducteur utilise une sangle avec un nœud afin de renforcer la toile qui présente une déchirure. Quelle obligation pèse sur le transporteur lorsque l'expéditeur lui demande de lui montrer les sangles d'arrimage utilisées pour le transport? Donc tous les stagiaires que j'ai pu avoir sur cette année 2023 ont vu le contrat type et l'article 7 donc du contrat type dans lequel il est indiqué, donc je reprends l'article 7, la responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute. Le transporteur fournit à la demande du donneur d'ordre des sangles en nombre suffisant, en bon état, conforme aux normes requises et adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise tels qu'ils lui ont été décrits. Mais aussi, article 7.2, pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité. Et enfin, le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise due au chargement s'il prouve que le dommage a été prouvé par les opérations de chargement effectuées par l'expéditeur et qu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison des contraintes imposées sur le site par l'expéditeur. En petit f de la question 5, donc que conseillez-vous pour arrimer les groupes électrogènes? Donc vous pouviez mettre l'emploi de tapis antidérapants. C'est une préconisation qui est réglementaire pour les transports de mobilier métallique. En l'occurrence, les groupes électrogènes sont des mobiliers métalliques. Et aussi, donc, vous pouviez indiquer l'emploi de chaînes avec des tendeurs. Question numéro 6. Le conducteur des transports Paléas a effectué ses rotations sur les 2 semaines suivantes. Petit a, en vous appuyant sur les données du tableau ci-dessus, calculez les temps de service journaliers et hebdomadaires des 2 semaines. Alors, je vous ai reproduit le tableau. Donc avec sur la droite le total des temps de service et je vous ai même mis un petit bonus en bas. Donc vous avez le total des heures de conduite sur les 2 semaines. Alors donc il y a déjà une chose qui saute aux yeux quand on fait le total, c'est que ici là sur la journée du 14 août on a 12h10 de travail, donc c'est supérieur à 12 heures dans la journée. Bon, il n'y a pas que ça, mais bon, c'est la première chose qui saute aux yeux. Donc, on constate qu'on a plus de 90 heures sur 2 semaines consécutives, 90h05. On a aussi donc le mercredi 9 août, plus de 9 heures de conduite avec seulement une coupure d'au moins 45 minutes. Le vendredi 11 août, il a 9h25 de conduite. Or, il avait déjà puisé sa possibilité de faire 2 fois 10 heures dans la semaine, puisqu'il avait le mardi 9h50, le mercredi 9h05, donc il pouvait
pouvait pas encore refaire une troisième journée avec plus de 9 heures de conduite dans la semaine. Ensuite, donc, on avait par rapport au temps de travail, donc au temps de service, pardon, 50 heures 35 sur la première semaine, donc il est autorisé à faire 56 heures sur une semaine isolée, c'est-à-dire une fois par mois. Donc là, de ce côté-là, ça peut passer. Par contre, la semaine suivante, il n'aurait pas dû avoir plus de 43 heures de travail. On a aussi donc pour le mardi 15 août, 6h30 de travail pour seulement 15 minutes de repos. Donc là, il devrait avoir 30 minutes, puisqu'il a plus de 6 heures de travail, c'est l'ordonnance 2004. Donc voilà, c'était le problème numéro 1. J'ai trouvé un peu long. Bon, le deuxième aussi d'ailleurs. On va commencer tout de suite. On y va. C'est parti pour le problème numéro 2. Donc ce problème numéro 2 était davantage basé sur la gestion financière et l'analyse financière. Donc problème numéro 2, question numéro 1. Donc dans ce problème, il y avait donc deux co-gérants, les frères Espérance. On vous demandait si l'attestation de capacité de transport s'imposait aux deux. Eh bien non, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui est désignée comme étant le gestionnaire de transport sur le registre électronique des transporteurs. Ils doivent par contre tous les deux respecter la condition d'honorabilité. Ensuite, petit b. Leur cousin souhaiterait créer sa propre entreprise de transport public routier, de marchandises et de déménagement, mais il ne dispose pas encore de cette attestation. Il a donc interrogé ses deux cousins. Est-il possible de prendre en location l'attestation de capacité professionnelle d'un gestionnaire? Eh bien, il fait répondre non, puisqu'il n'est pas possible de prendre en location une attestation de transport. Par contre, on peut désigner quelqu'un comme étant le gestionnaire de transport. C'est le cas du gestionnaire de transport externe. Donc, il y a un contrat dans ce cas-là qui est établi entre les deux parties. Au passage, si toutefois vous étiez à la recherche d'un gestionnaire de transport, eh bien, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un petit mail. Donc, c'est affiché donc en bas à droite de votre écran. Ensuite, donc, est-il possible de prendre en location une licence communautaire de transport routier? Eh bien, ça n'est pas non plus possible de prendre en location une licence communautaire, puisque celle-ci, elle est délivrée par la DREAL à une entreprise spécifique. Et l'entreprise à qui elle a été délivrée, eh bien, elle ne peut pas à son tour la louer à une autre entreprise. Voilà. Voilà, ça va tordre le cou à des vieilles idées reçues, puisqu'il y a très souvent des malentendus, des confusions. Donc le cousin des frères Espérance a deux autres questions à formuler. Il voudrait savoir donc, si un conducteur peut demander communication de ses données de carte de chronotachygraphe auprès de son employeur. Donc eh bien, la réponse c'est oui, tout conducteur peut demander la communication de ses données de conduite jusqu'à 1 an en arrière. Ensuite, qui doit prendre à sa charge le coût des visites médicales obligatoires pour le permis de conduire? Eh bien, c'est tout simplement l'employeur. Alors donc question numéro 2, on vous demandait de déterminer le besoin en fonds de roulement pour chacune des 2 années. Alors déjà on va faire un petit rappel, le BFR, donc c'est l'actif circulant, c'est-à-dire la partie en bas à gauche du bilan, moins la trésorerie, puisque c'est un besoin qu'on recherche. On ne va pas inclure ce qu'on a déjà, puisque c'est un besoin. Donc on va faire actif circulant moins trésorerie, moins dette au tiers. Voilà. Ce qui nous donnait donc pour 2021 moins 121 251 euros et pour 2022 moins 126 773 euros. Le BFR donc en petit b, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien il est négatif et dans ce cas on parle d'un dégagement en fonds de roulement. Ça signifie que dans ce cas l'entreprise elle encaisse ses clients avant même d'avoir décaissé ses coûts de revient. En exemple, eh bien, par exemple on a souvent les grandes surfaces qui sont dans ce cas-là. Ils sont payés par le consommateur avant même d'avoir payé leur fournisseur. Voilà un bel exemple où le BFR est négatif. On comprend aussi que c'est ce qui permet à l'entreprise d'avoir une trésorerie positive dans ce cas-là. Sans son BFR négatif, eh bien, sa trésorerie ne pourrait pas être ce qu'elle est.
Alors on continue sur la question 2, donc avec des questions classiques de l'examen de la capacité de transport. Donc le délai client et le délai fournisseur. Donc délai client, je vous ai remis la formule, donc c'est créance client, donc que l'on trouve dans le bilan. Donc, dans le bilan, c'est en TTC, hein, tous les résultats qu'on a, toutes les valeurs qu'on a dans le bilan sont en TTC. Tous ceux que j'ai eu en stagiaire sur l'année, eh bien je n'ai cessé de leur rappeler. Donc ça, les créances clients, on les divise par le chiffre d'affaires que l'on trouve dans le compte de résultat qui lui étant hors taxe. C'est la raison pour laquelle on multiplie ce chiffre d'affaires par 1,2. On va trouver un coefficient qu'on va multiplier ensuite par 360 puisqu'il y a 360 jours dans une année comptable et ça nous donnera comme ça ainsi le nombre de jours. Alors, donc pour l'année 2021, on obtenait 28 jours. Alors que pour l'année 2022, on arrivait à 65 jours. Alors pour la formule donc du délai fournisseur, eh bien tous ceux que j'ai eu en 2023 me reconnaîtront puisque cette formule, je vous ai toujours répété que c'était la petite sœur donc du délai client. Simplement, au lieu d'aller chercher les créances clients dans l'actif circulant, on va prendre les dettes fournisseurs qui sont dans le passif circulant. On va diviser ça par nos achats de marchandises qui, eux, se trouvent dans la colonne de gauche du compte de résultat. Hein. On va évidemment multiplier encore une fois nos achats de marchandises par 1,2 puisque le compte de résultat, je vous l'ai dit il y a quelques instants, il est en hors taxe. Donc, dette fournisseur divisé par achat de marchandises multiplié par 1,20 pour l'avoir en TTC, ça nous donne un coefficient qu'on multiplie par nos 360 jours de l'année comptable et ça nous donne de cette manière notre nombre de jours de délai fournisseur. Pour l'année 2021, on était à 23 jours et pour l'année 2022, on est à 44 jours. Voilà. Donc pour le petit dé, on nous demandait de rappeler la règle relative au délai de paiement dans le transport. Eh bien, il vous suffisait simplement de dire que les délais de paiement dans le transport sont fixés à 30 jours. Donc c'est une question classique, plutôt de QCM, mais une question qui rapporte des points, qu'elle soit posée en QCM ou bien dans les études de cas. Petit e, pour 2023, quels doivent être les points de vigilance sur les délais de paiement client? Alors, donc pour 2023, ils doivent tenter de raccourcir leur délai client, hein, bien sûr, idéalement comme ils étaient en 2021, puisqu'ils étaient bien, parce que eh bien, ils sont passés, on l'a vu, hein, de 25 jours à 65 jours en seulement 12 mois. Alors, question numéro 3, on vous demandait donc de définir la notion d'indépendance. Alors déjà, je vais mettre l'accent sur le fait qu'il est indiqué que les frères Espérance donc, tentent de calculer le ratio d'indépendance financière. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il existe deux notions d'indépendance financière. Donc, celle qui est proposée, cette formule qui est proposée dans l'examen, capitaux propres plus provision pour risques et charges, divisé par les dettes financières. Donc c'est une notion qui permet de mesurer la proportion des ressources qui sont apportées par les associés par rapport donc aux dettes financières. Dans ce cas-là, le ratio doit être supérieur à 1. Il existe autrement donc l'autre formule qui elle est beaucoup plus générale, donc qui prend en compte donc l'ensemble des dettes et dans ce cas-là, le ratio doit être supérieur à 0,5. Petit b, donc on vous demandait de déterminer le ratio d'indépendance financière pour l'année 2022. Alors eh bien, il fallait reprendre la formule qui était indiquée donc dans le sujet, puisqu'il souhaitait que vous utilisiez celle-ci, même s'il ne s'agit pas de l'indépendance financière, donc dite d'une manière générale. Donc vous deviez trouver un résultat donc qui était un ratio qui était de 0,57. Voilà pour l'année 2022. Ensuite, on vous demandait donc en petit c de commenter le ratio d'indépendance financière et son évolution pour les deux années 2021 et 2022. Donc, eh bien, très simplement, hein, si vous ne connaissiez pas la formule, eh bien, à la limite, elle était donnée. Il vous suffisait juste de trouver comment est-ce qu'ils avaient réussi dans le sujet d'examen à trouver ce résultat donc de 0,29 pour reprendre eh bien, le même processus hein, pour calculer celui de 2022. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on a déjà calculé celui de 2022, il est à 0,57, donc on peut considérer donc il s'est amélioré en 2022, mais bon, il demeure quand même trop faible puisqu'il devrait être supérieur à 1 dans le cadre de ce calcul. Hein. Je vous rappelle que c'est bien indiqué
que les frères Espérance tentent de calculer l'indépendance financière. Donc, selon la formule suivante. Alors, question numéro 4. Donc, petit a, on vous demandait de définir le sigle CAF, donc en lien avec la situation d'investissement ou de financement. Ça, c'est tout simplement pour éviter qu'il y en ait qui fassent des plaisanteries en indiquant donc que c'est la caisse d'allocation familiale. Donc, vous vous en doutez bien. Donc, le sigle CAF, c'est simplement capacité d'autofinancement que ça signifie. Alors, en petit b, on vous demandait d'indiquer l'une des deux formules de la CAF. Donc, il en existe deux. Moi, je donne toujours la formule additive parce que c'est la plus simple. Donc, il existe l'additive et la soustractive. Donc, on y va pour l'additive, donc vous partez du résultat net auquel vous ajoutez vos dotations aux amortissements, vos dotations aux provisions, alors bien évidemment si vous en avez, vos dotations aux provisions financières, vos valeurs nettes comptables des actifs cédés, vos dotations dérogatoires et donc vous allez soustraire à tout ça donc vos reprises sur provision, vos opérations en capital et vos reprises sur dérogatoires et ça vous donne votre CAF. Voilà. Alors en petit c, on vous demandait quelle indication apporte une CAF positive à une entreprise qui souhaite procéder à un investissement. Alors, eh bien, une CAF positive, eh bien, ça indique que l'entreprise elle sera capable de s'autofinancer, c'est la capacité d'autofinancement. Donc, elle sera capable de s'autofinancer un matériel d'un montant de cette CAF sur les 12 mois suivants, même si dans le pire des cas, eh bien, elle ne faisait rien du tout avec le matériel, puisque n'importe comment, elle dégage déjà une CAF qui lui permet de s'autofinancer ce matériel. Alors donc les organismes financiers, eh bien ils prêtent d'une manière générale jusqu'à 3 fois le montant de la CAF dans le transport et selon la manière dont c'est structuré, ça peut aller 4 à 5 fois le montant de la CAF. Alors en petit d, on vous disait donc pour l'année 2022, que signifie le ratio de capacité de remboursement au regard de la CAF? Donc il était de 3,37. Donc ça signifie tout simplement que l'entreprise elle sera en mesure de rembourser donc toutes ses dettes financières en 3,37 années, puisque la CAF, vous savez, on l'a détaillé tout à l'heure, eh bien ça représente ce que l'entreprise est capable d'autofinancer sur une année. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais les banques prêtent jusqu'à 3 fois le montant de la CAF, puisque de cette manière-là, ils s'assurent que l'entreprise pourra rembourser toutes ses dettes financières sur les 3 ans à venir. Voilà le principe. Alors, question numéro 5. Comment un organisme de financement qui ne connaîtrait pas en détail la composition du parc de véhicules de la société Espérance peut-il interpréter le ratio de vétusté de 60%? Donc, le degré de vétusté, pour rappel, donc c'est amortissement donc divisé par la valeur brute du matériel. Par conséquent, donc un organisme qui ne connaîtrait pas en détail la composition du parc, eh bien, ne prendrait pas en compte le tracteur routier qui a été pris en crédit bail en 2021, puisque les crédits baux, eux, figurent dans les autres achats et charges externes, AACE, et non pas dans les dotations aux amortissements. Donc, s'ils ne sont pas dans les dotations aux amortissements, évidemment, il ne peut pas y avoir d'amortissement divisé par la valeur brute. Partant du principe que les investissements se font généralement sur 5 ans dans le transport, l'organisme de financement, il considérerait par conséquent que le parc matériel est âgé de plus ou moins 3 ans, puisque ça représente 60% donc, des 5 ans. Ensuite, en B, on vous demandait de définir les notions d'emprunt et de crédit beau, donc, et d'en citer des avantages et des inconvénients. Eh bien, on vous demandait au moins 8 propositions attendues au total. Alors, donc, l'emprunt, eh bien, ça désigne une dette, bien évidemment, qui est contractée auprès d'un établissement financier, tandis que le crédit bail, c'est une location. C'est l'organisme financier, il met à disposition de l'entreprise, donc, pour une période déterminée, contre le paiement d'une redevance. Donc les avantages de l'emprunt, donc c'est kilométrage illimité. Ça peut être aussi le cas pour les crédits baux, mais parfois il arrive que les crédits baux, eh bien, il y a un kilométrage qui soit limité. Donc on revient à nos avantages de l'emprunt. Donc on est propriétaire du matériel et donc on fait l'acquisition d'un capital qui pourrait être revendu et par conséquent donc d'avoir des opérations donc en capital. Donc on va pouvoir amortir aussi. Le crédit bail, lui, eh bien, on va avoir des mensualités qui vont être plus faibles, puisqu'on va voir la manière dont les organismes financiers calculent la mensualité. Donc le crédit bail, par contre, eh bien, aussi, il ne figure pas dans l'actif immobilisé, et par conséquent, ça permet d'avoir un meilleur fonds de roulement net global. Les loyers sont passés directement en charge, puisqu'ils figurent dans les autres achats et charges externes, et non pas dans les dotations aux amortissements.
En inconvénient, donc pour les emprunts, donc il y a souvent des garanties qui sont demandées et puis ça impacte aussi l'indépendance financière, bien évidemment. Quant au crédit beau, eh bien les kilomètres sont parfois limités, comme je l'indiquais. Le coût d'acquisition final, il est souvent plus élevé, hein, vraiment quand on fait valoir l'option donc de rachat à la fin du matériel. Donc s'il n'y a pas d'achat, il n'y a pas d'amortissement. S'il n'y a pas d'amortissement, il n'y a pas de dérogatoire. S'il n'y a pas de dérogatoire, il n'y a pas de cumul qui vont dans les provisions réglementées et par conséquent dans les capitaux propres. Et par conséquent, on ne peut pas augmenter les capitaux propres et pouvoir prétendre à des copies conformes de la licence communautaire supplémentaire. Et enfin, donc les crédits baux ne figurent pas dans l'actif immobilisé et ne font donc pas partie du patrimoine de l'entreprise. Voilà, vous en aviez largement plus de 8 et on pourra encore en trouver davantage. Donc petit C de la question 5. Donc à partir des données suivantes, calculer le loyer mensuel. Alors je vous rappelle, le loyer mensuel pour un crédit bail, on prend le prix du véhicule auquel on applique un taux. Donc ça nous faisait tout simplement 100 000 euros fois 2,5%. Ça nous donnait donc des loyers à 2500 euros. Là, il n'était pas question du tout de faire des tableaux d'amortissement. Hein, Ensuite, donc le coût global, eh bien, c'est 2500 euros multiplié par 12 mois multiplié par 4 ans. Ça nous fait 120 000 euros. Alors là, je vous rappelle, on n'est toujours pas propriétaire du matériel. Hein. Si on veut être propriétaire du matériel, là, dans ce cas de figure, donc il faut verser donc la valeur de rachat à la fin du crédit bail. Donc là, elle est fixée à 10%. Donc 10% de 120 000 euros, ça nous fait 12 000 euros. Donc c'est le coût global, hein, quand on additionne les 12 000 à nos 120 000 euros. Donc ça nous donne 132 000. Et les 132 000 moins le prix du matériel à la base, ça nous donne un coût du crédit bail à 30 000 euros. Alors ensuite, donc question 6, petit a, préciser si chacun des trois transports ci-dessus relève ou non de la situation de détachement de conducteurs routiers salariés au sein de l'Union européenne. Donc pour ce qui est du transport en France, entre la Côte d'Or et la Meuse, évidemment, il n'y a pas de détachement, hein, on est en France, donc pas de détachement. Pour ce qui est du transport, donc Luxembourg en direction de l'Espagne, là dans ce cas, oui, il y a un détachement. Et donc, pour ce qui est du transport de l'Espagne vers la France, eh bien là, dans ce cas-là, il n'y a pas de détachement. Ensuite, de quel document correspondant à cette situation devra disposer le conducteur salarié dans sa documentation de bord? Eh bien, il faudra qu'il ait une copie de la déclaration de détachement, qu'elle soit papier ou numérique, une preuve de l'opération, donc avec la lettre de voiture, et un ticket chrono. En petit c, donc on vous demandait s'il y avait une obligation qui incombait à la société Espérance en matière de rémunération des périodes de détachement vis-à-vis du fait que eh bien, le taux horaire était 4 euros supérieur au minima espagnol, mais inférieur à 2 euros au minimum luxembourgeois. Eh bien, il fallait répondre donc que le salarié allait conserver son salaire donc, de 4 euros supérieur au minima espagnol quand il sera en Espagne. Quant au transport dans le Luxembourg, eh bien, il sera par contre nécessaire de majorer son taux horaire de 2 euros. Ça, c'est le paquet mobilité. Question numéro D, donc le petit D. Lorsqu'un détachement a lieu, le contrat de travail conclu initialement avec l'employeur peut-il être maintenu en l'état? Eh bien, le salarié détaché, il fait toujours partie des effectifs de l'entreprise, mais bon, néanmoins, il y a souvent un avenant qui est formalisé donc au contrat de travail du salarié. Voilà, c'est tout pour cette année 2023. Donc, mon avis donc sur le sujet, donc c'était un avis bon, qui n'engage que moi, bien sûr, un peu long, mais très complet, donc avec de l'indemnisation, de l'indépendance financière qui n'était pas revenue depuis un moment, du social, avec les délais clients, délais fournisseurs, le contrat type, des normes techniques aussi. Donc tout ça, ça faisait un sujet bien complet avec tout ce qu'on est habitué à retrouver, hein, bien évidemment, du coût de revient, un petit peu d'analyse financière qui était présentée aussi différemment de celle qu'on est habitué à la voir d'habitude, donc sous forme de compte de résultats et de bilan. Donc si vous avez des questions, alors bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous avez pu voir à différents endroits de la vidéo mon adresse mail ou bien même mon contact. Je salue aussi toutes les autres personnes qui pourront faire des propositions de correction de cet examen 2023 et merci pour toute votre attention et à bientôt.